Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc pour rappel, lorsque une expérience peut avoir deux résultats distincts, soit ces deux résultats peuvent être distingués, peuvent être discriminés par la mesure, par l'expérience, qu'on la fasse ou pas. À ce moment-là, on fait la somme des probabilités des deux possibilités. Et si on ne peut pas distinguer les deux issues, les deux chemins, à ce moment-là, on fait la somme des amplitudes, il y a une interférence. Nous l'avions déjà vu au début avec l'expérience de Young, par exemple. Mais nous avons vu dans la vidéo précédente que parfois, on fait la somme des amplitudes, parfois, on les soustrait. Alors, pourquoi? Selon quelles règles? Et peut-il y avoir d'autres combinaisons que ça? Que plus et moins? Il pourrait y avoir des combinaisons plus complexes. Alors, revenons sur l'expérience de diffusion. On a donc une particule A et une particule B qui diffusent l'une sur l'autre et sont déviées d'un angle θ avec un détecteur 1 et un détecteur 2. Et l'amplitude de ce processus est f de θ, la probabilité étant le carré du module. L'autre possibilité est que les particules soient déviées dans l'autre sens, avec cette fois-ci une déviation d'un angle π moins θ. Et donc l'amplitude de ce processus est f de π moins θ, donnant une probabilité au carré, comme d'habitude. Mais en fait, ceci n'est pas tout à fait juste, car fπ de moins θ, ce n'est pas ce processus-là. C'est plutôt le processus où on a déplacé le détecteur D1 jusqu'à cette position, et où on mesure l'angle π moins θ pour la déviation. Donc ici, il s'agit toujours du détecteur 2. Donc, on se doute bien que ça ne change rien au niveau des probabilités, mettre tel détecteur à la place l'un ou de l'autre, mais l'amplitude, en toute généralité, elle pourrait être multipliée par une phase quelconque, par une phase delta. Alors, ça ne change rien si on prend le carré, ceci, son module est égal à l'unité, et donc disparaît. Donc, ce facteur de phase doit être inclus en toute généralité, mais il n'a pas grande importance à ce stade. Mais si on a des particules identiques, on doit alors avoir une interférence des amplitudes, et donc on doit faire la somme des amplitudes, avant de prendre éventuellement le carré pour la probabilité. Et là, vu que l'on fait la somme, le facteur a de l'importance. Voyons ce qui se passe aussi si on permute nos deux particules. En fait, ça revient à permuter les deux détecteurs, et donc à multiplier par I delta. Supposons maintenant que je permute les détecteurs deux fois. Je les remets là où ils étaient. Je reviens à la situation initiale. Donc, si je fais l'opération deux fois, ce qui revient à multiplier deux fois par I delta au carré, ça doit être égal à 1. On revient dans la situation de départ. Et donc, I delta, ce facteur de phase, ne peut valoir que plus 1 ou moins 1, qui sont le seul nombre qui est élevé au carré, donc 1. Et donc, selon le facteur de phase, on a plus 1, on fait la somme des amplitudes, ou moins 1, on fait la soustraction des amplitudes. Et ce signe est lié au fait que on a un changement de signe de l'amplitude quand on permute les détecteurs ou quand on permute les particules. Ça revient au même. Rappelez-vous, nous avions dit que lorsqu'on échangeait deux photons, il n'y avait pas de changement de signe, mais si on permute deux électrons, alors on a un changement de signe, puisqu'on l'a vu
pour des électrons, on doit soustraire les amplitudes. Donc on doit avoir un changement de phase, négatif dans certains cas, positif dans certains cas. Alors les deux cas portent le nom de deux physiciens. Le cas positif, la somme, porte le nom du physicien Bose. Et les particules qui suivent cette règle, comme le photon où le changement de phase est plus 1, s'appellent des particules de Bose ou bosons. Et si la particule induit un changement de phase négatif lorsqu'on les permute, alors on parle de particules de Fermi, le physicien Enrico Fermi, grand physicien aussi dans le nucléaire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on parle alors de particules de Fermi ou de fermions. Alors quelles sont les particules qui sont des bosons et celles qui sont des fermions? Puisqu'on a deux cas, on peut classer toutes nos particules. Alors dans les bosons, on retrouve le photon, les mésons, comme le méson pi, le gluon, qui est la particule qui est vecteur de l'interaction forte nucléaire, les bosons dits WZ, appelés aussi bosons intermédiaires, qui transmettent l'interaction faible, le boson de Higgs, dont vous avez probablement entendu parler, ils ont fait l'actualité, ont conduit à un prix Nobel, 3 prix Nobel, parce que c'est la particule qui conduit à la masse des particules élémentaires. Et il y a le graviton, particule encore hypothétique qui transmettrait l'interaction gravitationnelle. Alors dans les fermions, on a l'électron, le muon, le tau, qui est un électron hyper lourd, le muon est un électron lourd, le tau un électron encore plus lourd, les neutrinos, les nucléons, protons, neutrons, les quarks, qui composent les protons, neutrons, mais également les mésons, et les baryons, autre composition de quarks analogue aux nucléons. Mais or, les particules élémentaires, comme électrons, photons, muons, voyons ce qui se passe pour des cas composites, donc des particules composées d'autres particules. C'est le cas des particules alpha. Les particules alpha sont en fait des noyaux d'hélium composés de 2 protons et de 2 neutrons. Alors, refaisons l'expérience de diffusion, envoyons les alphas l'un contre l'autre avec une énergie un peu plus grande. Dans ce cas-là, les particules alpha vont se rapprocher nettement plus, il y a toujours la répulsion colombienne, mais comme elles arrivent à plus grande vitesse, elles ont le temps de se rapprocher plus fort, et si elles sont suffisamment proches, l'interaction nucléaire peut prendre le pas, et elles peuvent éventuellement échanger un nucléon. Donc, dans l'interaction, donc il y a ceci, le neutron file ici, l'autre proton file là-bas, le neutron file ici, l'autre proton file là-bas, et ils se repoussent. Pour être exact, je devrais plutôt les dessiner comme ceci. Mais un des neutrons est échangé avec l'autre particule alpha, donc les deux neutrons s'échangent, les deux particules alpha sont déviées comme ceci, mais un des neutrons est échangé et donc est dévié comme cela, comme dans l'autre expérience. Donc un des nucléons effectue ce chemin-là. Ce qui veut dire que l'amplitude est la même que pour une déviation normale, mais avec un échange de 2 fermions. Et dans ce cas-là, on sait qu'on doit faire
un signe moins. Il y a un changement de signe de l'amplitude. Si deux nucléons étaient échangés, par exemple un proton et un neutron, alors si on permute deux fermions, alors on doit multiplier 2 fois par moins 1. Et donc ça revient à faire plus. Et ceci conduit à une règle très simple. Si on échange, si on permute un certain nombre de fermions, si le nombre de fermions échangés, permutés, est en nombre pair, alors on a le signe plus. L'ensemble se comporte comme un boson. Et si on a un nombre impair, alors c'est un signe moins, et c'est un fermion. Ça, c'est bon pour les particules composites. Nombre pair de fermions égale boson, nombre impair égale fermion. Le nombre total de bosons éventuellement inclus avec ne change en rien. Mais ça ne nous dit rien sur les particules les plus élémentaires, celles qui ne sont pas des particules composites. Donc si on regarde bien les cas que je vous ai cités, les particules qui sont des bosons et celles qui sont des fermions, en particulier les particules élémentaires, on voit que toutes les particules avec un spin 1,5 sont des fermions, comme l'électron par exemple. Donc J égale 1,5. Et toutes les particules avec un spin entier sont des bosons. Et on voit qu'il y a un lien avec cette règle-là. Parce que lorsqu'on a plusieurs particules de spin 1,5 ensemble, on a vu que le spin total suivait des règles plus ou moins compliquées, qu'on pouvait traduire par la règle du triangle. Cette règle-là permet de montrer que si on a un nombre pair de spin 1,5, on a un spin total qui est entier. Et si on a un nombre impair de particules de spin 1,5, alors le spin total est un nombre demi-entier. Pour prendre un exemple, l'hélium 4, particule alpha, a un spin total de 0. Alors que le lithium 7, qui contient 7 nucléons, son noyau a un spin 3,5. Rappelez-vous aussi le cas du néon, qui avait un spin de 1 ou de 3 selon les circonstances, mais toujours entier, le néon 20. Donc c'est clair. Un ensemble de fermions en nombre pair, spin entier, boson. Un ensemble impair, spin demi-entier, fermion. Et donc là, on a la règle générale, aussi bien pour les particules élémentaires que pour des particules composites. Le spin est demi-entier, c'est un fermion. Le spin est entier, c'est un boson. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi un spin demi-entier ou un spin 1,5 par exemple, pourquoi ça automatiquement ça fait ce changement de signe lorsqu'on permute les particules. Alors, rappelez-vous, quand on a une particule d'un spin 1,5 et qu'on effectue une rotation de 360 degrés, on a un changement de signe. On n'a pas ça avec les particules de spin entier. On pourrait croire qu'il y a un lien, oui, mais il n'est pas direct. Parce que faire un tour de 360 degrés et faire une permutation, c'est pas la même chose. En fait, une permutation, ce serait plutôt 180 degrés. Donc la raison n'est pas triviale. Et montrer pourquoi les particules de spin 1,5 doivent être des fermions n'a rien de simple.
C'est ce qu'on appelle le théorème spin statistique. C'est-à-dire qu'il relie le spin, un demi-entier ou entier, au comportement collectif des particules statistiques, bosons ou fermions. Théorème spin statistique, démontré par Pauli, et qui fait appel à des techniques de haut vol, de physique des particules. On peut démontrer en fait que si on a les postulats de la relativité et de la mécanique quantique, si les deux sont valides, alors on a cette relation spin statistique, automatiquement. La démonstration complète est assez ardue, il existe des démonstrations un peu plus faciles, mais qui nécessitent quand même des connaissances en physique des particules, en théorie des champs. Donc, nous ne sommes pas outillés à ce stade pour démontrer ce théorème. Nous le reverrons plus tard, si je fais les vidéos jusque-là, je l'espère. Dans ce moment-là, on sera outillé pour comprendre ce théorème, mais là où nous en sommes, non. Ouais, pire que ça, il n'y a pas d'explication simple, intuitive. Même Feynman, Richard Feynman, qui est un de mes grands inspirateurs, un grand physicien, spécialiste de la physique des particules, de la mécanique quantique, dont le cours se lit comme un roman, extraordinaire pédagogue, même lui a avoué que c'était assez étonnant qu'une règle aussi simple que celle-là ne soit pas facile à expliquer. Et Ilias Doncé, c'est un de ces rares cas où il n'a pas trouvé de moyen simple de l'expliquer, et je n'en ai pas non plus. Donc nous verrons plus tard, et à ce stade, nous admettrons que les particules de spin 1,5 sont des fermions, signe moins, et les particules de spin entier sont des bosons, signe plus. Voilà, alors dans la vidéo précédente, nous continuerons à étudier les conséquences de l'identité dans le cas des bosons. Donc nous allons d'abord nous concentrer sur les bosons, donc sur les particules de Bose, avec le signe plus, et en étudiant ce qui se passe quand on a plusieurs particules de Bose, et nous commencerons avec les états avec deux particules de Bose ensemble. Je vous remercie.